Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct sur France 3 à la Côte-Saint-André dans le département de l'Isère pour vivre la 5e étape de Paris-Nice. Une étape très longue, départ donné à Ghana dans l'Allier, arrivé ici à la Côte-Saint-André dans le département de l'Isère. 227 km au programme, c'est l'étape la plus longue de Paris-Nice. On va revenir, comme le veut la tradition, sur l'étape d'hier, une étape importante, un contre-la-montre de 15 km à Saint-Amand-Montrond. Avec vous, Laurent Jalabert, il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond. Oui, la distance était courte, c'est vrai, mais suffisamment longue pour que l'on puisse remarquer à quel niveau se situaient les différents favoris. Pour la victoire d'étape, c'est Søren Kragh Andersen, le jeune Danois, qui a été le plus rapide. C'est un spécialiste du contre-la-montre, il n'a pas manqué l'occasion ici de s'imposer sur un parcours quand même difficile, avec dans sa première moitié une bosse et puis à la fin une partie où il fallait appuyer fort. Un parcours qui convenait également très bien à Massimilian Schärmann, le maillot jaune. Il est parti fort, il est passé en tête au point intermédiaire, il a un petit peu faibli sur la fin, mais pas tant que ça. Il prend la 2e place de l'étape et bien sûr par ce biais-là il creuse l'écart sur tous les grimpeurs. Donc très bonne opération pour Schärmann. Les grimpeurs, parlons-en, avec Thibaut Pinot notamment, qui ont fait le maximum, qui se sont appliqués sur ce parcours et qui ont essayé de limiter les écarts. Alors, ils ne sont pas parvenus pour la plupart. Thibaut Pinot perd 46 secondes sur ce contre-la-montre. On attendait bien sûr à Julien Alaphilippe connaissait le parcours à merveille, il est né là-bas et il s'est appliqué, il est parti fort. Il a eu un petit peu de difficulté pour en terminer lui aussi, il prendra la 17e place. Il n'a pas encore renoncé pour le classement général, mais il pointe à plus de 2 minutes du leader. Le leader, c'est toujours le même, Massimilian Schärmann, grand sourire évidemment, puisque avec cette 2e place dans le contre-la-montre d'hier, il conforte sa position de leader au classement général. Maximilian Schärmann, toujours solide leader donc de Paris-Nice, puisque seul Søren Kragh Andersen, le vainqueur d'hier, est sous la minute par rapport donc au coureur allemand de la formation Bora. Et puis on remarque également Félix Großschartner, l'Autrichien, un équipier de Schärmann à la 3e place de ce classement général. On a vu en action, Laurent, Thibaut Pinot, on va l'écouter juste après son contre-la-montre, c'était hier soir à Saint-Amand-Montrond. Voilà, c'est un peu ma forme du moment, ni nulle ni très bonne, donc moyen on va dire. De satisfaction? Non, pas trop, parce que sur un chrono comme ça, normalement, j'espère beaucoup mieux. Donc, à la fin du chrono, je peux jouer le top 10. Donc là, je vais jouer le top 30. Donc forcément, je suis un peu déçu. Mais il n'y a pas de miracle, je le savais en venant ici. Et on verra ce week-end la montagne maintenant. Voilà, ce week-end, effectivement, avec les reliefs dans l'arrière-pays niçois, on attend évidemment Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe. Avant cela, on va s'intéresser à cette 5e étape de Paris-Nice avec vous, Marion. Alors, nous sommes ici à la Côte-Saint-André, la ville natale du célèbre compositeur Hector Berlioz. Alors, quelle symphonie vont nous jouer les coureurs aujourd'hui? Alors elle sera douce pour nous, mais pas forcément pour tous les coureurs, parce qu'on l'a dit, ce sera la plus longue étape de Paris-Nice. 230 km attend les coureurs, ce sera un parcours usant, 4 difficultés répertoriées, mais ce sera surtout la dernière opportunité pour les sprinteurs de s'imposer. Il n'y a eu qu'une seule occasion, et des coureurs comme Caleb Ewan n'ont même pas pu sprinter, pris dans une chute. Ils voudront prendre leur revanche aujourd'hui, mais attention, si c'est une étape qui peut sourire aux sprinteurs, elle sourira également à des baroudeurs, et puis à des équipes qui ont perdu leurs sprinteurs, comme De Koning Quick-Step, puisque Sam Bennett a abandonné. Pascal Ackermann également a abandonné en début d'étape, un plateau de sprinteurs dépeuplé. Mais il y aura tout de même des clients, bien sûr, pour l'arrivée ici à la Côte-Saint-André. Voilà, 227 km à travers les départements de l'Allier, de la Loire, du Rhône et de l'Isère pour le final, ici à la Côte-Saint-André. Des images du départ. Le départ a été donné à Ghana ce matin à 11h. Ghana, donc, dans l'Allier, pas très loin de Vichy. C'est de là que les coureurs donc sont partis pour cette longue randonnée, 227 km donc aujourd'hui. Voilà, Thomas Voeckler en pleine discussion avec Julien Alaphilippe. Les coureurs sont sur la route, on va les retrouver tout de suite avec Thierry Adam qui doit être avec les hommes de tête parce qu'il y a des échappées évidemment. C'est une étape qui peut sourire aux baroudeurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Exactement, derrière un quatuor puisque l'échappée du jour est composée de 4 coureurs dont 2 coureurs français. Des routes sèches aujourd'hui. On a même un rayon de soleil, il fait température très agréable, autour de 15 degrés. C'est la 2e partie de Paris-Nice, c'est un petit peu comme cela. Tous les ans, vous l'avez dit, le départ a été donné à 129 coureurs, puisque TJ Van Garderen était non partant, mais ils ne sont plus
127 sur la route de cette 5e étape. Après donc l'abandon d'Oliver Nassen, victime après renseignement de problèmes gastriques, et donc Pascal Ackermann, le coéquipier du maillot jaune. Les 4 hommes de tête qui sont dans la 3e difficulté répertoriée et qui rentrent à l'instant même au panneau indiquant la ville de Trèves. 4 coureurs dont nous allons faire le détail avec tout d'abord ici en première position, eh bien c'est Anthony Turgis, le coureur de l'équipe Total Direct Energy. Juste derrière lui, Jan Tratnik, le coureur de l'équipe Bahreïn McLaren. Et puis dans la roue du maillot orange, parce que ce maillot est bien distinctif, vous avez reconnu bien sûr Alexis Goujard, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Et pour fermer la marche de ce quatuor, c'est l'Irlandais Ryan Mullen pour l'équipe Trek Zekafredo. Les hommes de tête qui ont eu longtemps autour de 7 minutes d'avance, mais depuis Bellegarde-sur-Forez, l'écart ne cesse tranquillement, inexorablement de diminuer au fur et à mesure que l'on se rapproche bien sûr de l'arrivée. Merci Thierry. 61 km justement avant l'arrivée à la côte Saint-André. Les 4 hommes de tête, Anthony Turgis, Ryan Mullen ici en dernière position, le rouleur irlandais, Alexis Goujard pour l'équipe AG2R La Mondiale, et donc le Slovène Jan Tratnik pour l'équipe Bahreïn McLaren. 61 km. Les coureurs viennent de passer la 3e difficulté. On est dedans. On est dedans, pardon. On n'en a pas encore terminé, tout à fait. Il y avait 4 ascensions aujourd'hui. Ouais, 4 ascensions, on est dans la 3e, dans la côte de Trèves, une difficulté de 3 km à 5%. Il en restera une répertoriée. Mais il y aura également des difficultés dans le final qui ne seront pas répertoriées. Voilà, sommet à 1 km. Et c'est bien Turgis qui est passé en tête lors des 2 premiers Grands Prix de la montagne du jour, donc qui a marqué des points. Mais il faut également rappeler que le porteur de maillot blanc à Port-Rouge de meilleur grimpeur, Jonathan Hiver, ne peut pas être inquiété aujourd'hui. Son avance était importante et aucun des 4 hommes qui figurent dans l'échappée ne possédait le moindre point dans ce classement. Donc voilà, Turgis va faire un rapproché, évidemment. On sent bien qu'il a envie à nouveau de passer en tête ici au sommet. Les autres ne semblent pas s'intéresser à ce classement. Il faudra évidemment compter sur lui dans les jours qui viennent. C'est bien joué parce qu'ils sont dans la même équipe. Ils sont chez Total Direct Energy. Et on protège également le maillot de cette façon. Ils restent dans la même équipe. Exactement. Et puis ça fait 2 possibilités avec 2 garçons différents d'aller lutter dans ce classement. Anthony Turgis aux avant-postes. Laurent, lorsque l'on regarde la composition de cette échappée, eh bien on réalise qu'on a 4 excellents rouleurs à l'avant qui peuvent résister au peloton encore un bon bout de temps. Oui, ça pourrait effectivement, mais on a bien vu avec l'image furtive que nous avons eue tout à l'heure du peloton que celui-ci était très très étiré. Ça roule fort dans le peloton, plusieurs équipes de sprinteurs ont pris les choses en main. On ne veut pas perdre cette occasion d'aller se disputer un sprint parce qu'il n'y en aura pas d'autre après celle-ci. Alors malgré la présence à l'avant, c'est vrai, de quelques bons rouleurs, Ryan Mullen en est un, tout comme Alexis Goujard évidemment, et Tratnik qui a fait un beau chrono hier, il a pris la 13e place de l'étape. Bien malgré le potentiel de cette échappée, je pense que le peloton a clairement affiché ses ambitions et fera tout en tout cas pour revenir. Ryan Mullen, l'Irlandais ici en dernière position pour la formation Trek Segafredo. Ryan Mullen, un gros rouleur. Alors évidemment, lui les reliefs il n'aime pas trop, mais sur les bouts droits il est capable d'imprimer un gros tempo. Ryan Mullen qui avait terminé 5e du championnat du monde contre la montre à Doha en 2016 à 10 secondes du podium. C'est dire si ce garçon a des qualités de rouleur. À 26 ans, Ryan Mullen. Juste devant lui c'est Alexis Goujard, lui aussi un excellent rouleur. Jan Tratnik, comme l'a dit Laurent, 13e du contre-la-montre hier. Et puis donc Anthony Turgis, voilà, qui passe en tête au sommet de la côte de Trèves. 3e à des 4 difficultés répertoriées aujourd'hui au classement de la montagne. Et 4 points de plus pour Anthony Turgis. Ce qui fait 13 points récoltés par Anthony Turgis depuis le départ de l'étape. Non, un peu plus. Ça fait 15. Ça fait 15, pardon. Oui, c'est ça, 8 et 7. Ça fait 15, mais bon, encore une fois, il ne pourra pas venir chipper le maillot à son collègue. Mais on retrouvera bien en tête 2 coureurs de la même formation dans ce classement. Alors, les coureurs sont toujours dans le département du Rhône. 2 hommes de tête, Anthony Turgis, Ryan Mullen, 2 hommes de tête, Alexis Goujard, 3 hommes de tête, Jan Tratnik, 4 hommes de tête, Anthony Turgis, 5 hommes de tête, Ryan Mullen, 6 hommes de tête, Alexis Goujard, 7 hommes de tête, Anthony Turgis, 8 hommes de tête, Ryan Mullen, 9 hommes de tête, Alexis Goujard, 10 hommes de tête, Anthony Turgis, 11 hommes de tête, Ryan Mullen, 12 hommes de tête, Alexis Goujard, 13 hommes de tête, Anthony Turgis, 14 hommes de tête, Ryan Mullen, 15 hommes de tête, Alexis Goujard, 16 hommes de tête, Anthony Turgis, 17 hommes de tête, Ryan Mullen, 18 hommes de tête, Alexis Goujard, 19 hommes de tête, Ryan Mullen, 20 hommes de tête, Alexis Goujard, 21 hommes
avec le peloton. Alors quelles sont les équipes qui travaillent? C'est l'équipe Bora Hansgrohe, l'équipe du leader Maximilian Scharmann, qui avait été la première à réguler l'allure du peloton lorsque l'échappée s'est formée. Et là on voit plutôt les équipes de sprinters, l'équipe Lotto, l'équipe Sunweb pour Michael Matthews, l'équipe Lotto pour Caleb Ewan, NTT également bien sûr Marion pour Giacomo Nizzolo, mais également la formation française BNB Hotel pour Brian Cocard. Il y a même un coureur de Cofidis pour Elia Viviani. Oui. Oui, parce qu'Elia Viviani a des ambitions, même s'il a été discret depuis le départ de Paris-Nice. Il n'a jamais pu défendre ses chances au sprint depuis le départ. Mais Elia Viviani a des ambitions. Et d'ailleurs, son directeur sportif, Alain Deleuil, confiait ce matin qu'avec le retour de la douceur et du beau temps sur Paris-Nice, eh bien, Viviani avait retrouvé un peu le moral. C'est vrai qu'il fait bon aujourd'hui sur les routes du Rhône et de l'Isère. Oui, il fait doux. Il y a un petit peu de soleil tout à l'heure. Bon, le ciel est voilé, mais il fait 17 degrés. Donc... il n'y a rien à voir avec les jours précédents, il n'y a pas de pluie, il n'y en aura pas d'ailleurs jusqu'au bout, il y a très peu de vent, donc c'est une journée très très agréable pour faire du vélo. Cyril Gauthier ici qui emmène le peloton. Oui, parce qu'on prend bien sûr au sérieux cette échappée. 3 minutes 17 d'avance pour les 4 hommes de tête. Ils ont compté jusqu'à 7 minutes d'avance sur le peloton. Oui, mais ils savent bien les sprinters que c'est vraiment leur dernière chance. On n'a pas eu beaucoup de sprints jusqu'à maintenant avec les bordures. Et puis le seul sprint qu'on a eu, c'était en faux plat montant. Il y a eu une chute. Donc tout le monde n'a pas pu disputer ses chances. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de passer à côté. Alors on parlait des conditions de course aujourd'hui, plutôt agréables. On va écouter Maximilian Scharmann, le porteur du maillot jaune, qui s'est exprimé ce matin au départ à Ghana, dans l'Allier, justement sur les conditions qui attendent les coureurs aujourd'hui à l'occasion de cette 5e étape. Eh bien, jusque-là, tout va vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est la plus longue étape. Donc, la distance va rendre la course difficile. Mais heureusement, il fait sec. Je suis confiant. J'ai une super équipe avec moi. Et on devrait être capable de défendre le maillot. Maximilian Scharmann, effectivement, tout est au beau fixe pour l'Allemand et pour son équipe Bora Hansgrohe. Scharmann qui a une avance confortable au classement général, puisque seul Søren Kragh Andersen est sous la minute au général. Et puis en 3e position de ce classement, c'est un équipier de Scharmann que l'on retrouve, l'Autrichien Félix Großschartner. Ah oui, tout va bien pour cette formation, ça c'est sûr. Großschartner qui a 1 minute. Et puis c'est vrai que Scharmann, il est capable d'être épaulé dans tous les domaines. Dans les bordures, on a vu un coureur comme Peter Sagan venir lui-même le protéger. Et puis en montagne, il y aura Großschartner, Conrad également. Et puis on peut jouer en plus sur 2 tableaux, parce que Großschartner est le premier des meilleurs grimpeurs au classement général. On retrouve Higuita en 5e position à 1 minute 06. Et pour l'instant, c'est clair que pour la formation Bora Hansgrohe, tout va bien. Tout va bien. Il va falloir maintenant tenir bon jusqu'au bout. Et même si effectivement, avec 2 coureurs dans le top 3, on peut envisager l'avenir avec sérénité, on ne peut pas écarter non plus la possibilité d'un retour de quelques grimpeurs. On sait que certains ont été piégés sur des circonstances de course malheureuses, crevaison, chute, et que leur terrain arrive. Donc on imagine bien qu'ils ne vont pas rester spectateurs, ça va passer à l'attaque. Et certains ont même intérêt à le faire de loin, à prendre de gros risques. Est-ce que l'équipe Bora aura encore suffisamment d'énergie malgré sa valeur pour contrôler cette course jusqu'au bout? Il va falloir attaquer, c'est sûr, parce que si on regarde un garçon comme Quintana, qui est en excellente condition et qui nous l'a prouvé depuis le début de saison, il a 2,38 maintenant. Déjà de retard, donc il va falloir les combler. Et puis la menace, on en parle moins depuis le chrono d'hier, mais quand même Sergio Higuita, le jeune Colombien, il n'est que 5e à 1,06. Donc si Scharmann tient bon, pour l'instant il ne donne aucun signe de faiblesse, mais s'il tient bon, pas de souci. S'il flanche, Großschartner, il a 5 secondes derrière lui sur son porte-bagages Higuita, donc ça va être compliqué quand même. Il va falloir que Scharmann soit très costaud. Il a fait un bon chrono d'ailleurs hier, Higuita. Il termine à 40 secondes. Oui, d'ailleurs, il a dans été, les temps de Pinot, de Quintana. Il a été le meilleur des grimpeurs, finalement, oui. Sergio Higuita hier à Saint-Amand-Montrond. Oui. Et on l'attend dès demain sur la route d'Apt. Et puis évidemment samedi avec l'ascension finale qui mènera les coureurs à la station de La Colmiane.
3 minutes 24 d'avance pour les hommes de tête. On fait le point sur les abandons, hein. Thierry en a parlé en préambule. Il y avait un nom partant ce matin, TJ Van Garderen, le coureur américain de la formation Education First. Alors Van Garderen n'est ni blessé ni malade, il a quitté la course parce qu'il veut rentrer chez lui aux États-Unis. Vous savez que le président des États-Unis, Donald Trump, a fermé les frontières, a interdit tous les vols entre l'Europe et les États-Unis. Et ce, bien sûr, en raison de l'épidémie de coronavirus. Et bien, TJ Van Garderen, lui, s'est précipité pour rentrer tard chez lui aux États-Unis. D'autres abandons, Oliver Nassen, Thierry l'a dit, qui souffre de douleurs gastriques. Frédéric Bacart a abandonné également pour l'équipe Circus Montigobert. Pascal Ackermann, on l'a dit, pour la formation Boransgro, le sprinter allemand. Et puis Diego Rosa, l'Italien, un équipier de Nairo Quintana au sein de la formation Arkea Samsic, a lui aussi quitté la course. Ça fait 2 équipiers en moins dans la montagne pour Nairo Quintana. Hein. Après Warren Barguil qui a été mis hors course, c'est le tour de Diego Rosa de mettre pied à terre. Évidemment, on l'imagine, hein, dans le contexte actuel, les coureurs ne sont pas très sereins. Ils ne savent pas ce qui va arriver ensuite, ni même... bien que l'on ait toutes les garanties pour ça, si la course ira jusqu'à son terme, il y a de l'inquiétude. Est-ce qu'on pourra retourner chez soi ensuite, au train où vont les choses, quelle est la prochaine compétition à laquelle je vais pouvoir participer? C'est très compliqué d'être concentré sur son effort et sur son métier dans ces conditions. Voilà, Paris-Nice est une des rares compétitions qui se déroule encore, avec bien sûr beaucoup de restrictions, et c'est bien normal. Et bien on va en parler justement, Laurent, si vous voulez bien, oui, avec Giacomo Nizzolo, le coureur italien. Vous savez que la situation sanitaire est très dégradée en Italie et dans le nord de l'Italie plus précisément. Giacomo Nizzolo qui fait partie donc des quelques coureurs italiens présents dans ce peloton de Paris-Nice. Et il s'est exprimé bien sûr ce matin au sujet de la situation inquiétante dans son pays. On écoute le maillot vert. C'est une situation très triste, bien sûr, très compliquée. Je pense tout le temps à ma famille, à tous les gens en Italie. Et tout ce que je peux leur dire à tous, c'est tenez bon et ça finira par aller mieux. Est-ce que le coronavirus change vos objectifs de la saison ? Vous savez, on vit au jour le jour. On suit les instructions et on verra. Bien sûr, c'est bien de courir les grandes courses, mais en même temps, c'est la santé qui compte avant tout. Donc on continuera de suivre les instructions, c'est tout. Voilà les mots de Giacomo Nizzolo, le porteur du maillot vert, vainqueur d'une étape sur cette édition 2020 de Paris-Nice. Vincenzo Nibali s'est également exprimé hier, Marion, concernant la situation sanitaire en Italie. Ouais, tout comme Elia Viviani. Évidemment, c'est une situation compliquée pour l'ensemble du peloton, pour l'ensemble des suiveurs également. Oui, pour tout le monde finalement. Et Nizzolo, que l'on voit remonter ici avec ce maillot vert, eh bien, il nous l'a clairement exprimé. Et on vit chaque étape comme si c'était la dernière. Et d'ailleurs, hier, lui qui est un sprinter, a fait le contre-la-montre à fond. Alors, on pouvait imaginer que c'était pour marquer quelques points s'il rentrait dans le top 15 du classement de l'étape pour le maillot vert. Mais Nizzolo, comme il ne s'est jamais fait piéger dans les premières étapes, il pointe à la 9e place du classement général. Alors il s'est certainement dit, et si les choses se dégradent encore, si finalement la course ne va pas à son terme, je peux faire un top 10 à Paris-Nice. On va chercher les explications un peu loin, mais il y a certainement un peu de ça là-dedans aussi. C'est vrai, toujours 9e du général, Giacomo Nizzolo. Situation tendue évidemment, c'est dur d'avoir la tête à son métier lorsqu'on est coureur cycliste dans ces circonstances, parce que évidemment il y a beaucoup de pensées parasites qui habitent l'esprit des coureurs ces derniers jours. Thibaut Pinot ici à l'image. Tiens, Thibaut Pinot lui aussi s'est exprimé au sujet de la situation tendue dans le peloton et au niveau du sport mondial bien évidemment. On écoute Thibaut Pinot ce matin au départ à Ghana. Nous, on est là tous les matins et on fait notre course, donc après on suit les directives et voilà, tant qu'on nous dit de continuer, on continue et on pense pas à autre chose. On sent que la saison pourrait prendre un sale coup si jamais il y avait beaucoup d'annulations. Est-ce que ça t'inquiète? Ça inquiète tout le monde, c'est sûr. Après, c'est des choses qui sont vraiment extra-sportives et
Et c'est sûr que peut-être que dans un mois, on parlera peut-être plus de tout ça. Donc c'est sûr que pendant un mois, je pense que ça va être très compliqué jusqu'à début mai, je pense. Après, moi, j'y connais rien, mais peut-être que dans un mois, 2 mois, on n'en parlera plus et le calendrier va reprendre comme si de rien n'était. Voilà les propos de Thibaut Pinot. Effectivement, c'est une situation que tout le monde subit. En tout cas, il y a pas mal de courses annulées. On l'a appris dans le courant de la matinée. Le Tour de Normandie, le Tour de Bretagne, ces 2 courses sont annulées. Et puis, le gouvernement belge a décidé de suspendre toutes les courses sur le territoire belge jusqu'au 31 mars. Et cela inclut des courses comme le Grand Prix E3, comme Gand-Wevelgem. Le Tour des Flandres, on le rappelle, doit avoir lieu le 5 avril et forcément on n'est pas très optimiste. C'est que le Tour des Flandres, c'est une grande fête populaire. Il y a un demi-million de personnes sur le bord des routes, dans une ambiance très festive. On s'embrasse volontiers, donc c'est vrai que vu le contexte, si on annule jusqu'au 31 mars, on est forcément inquiet pour le maintien du Tour des Flandres au calendrier. Dans tous les cas, pour les coureurs, c'est compliqué de préparer ces courses-là parce que pour les préparer, il faut avoir la tête tournée uniquement vers ça. Il faut pouvoir courir, faire des efforts en compétition, faire des reconnaissances. Enfin voilà, tout ça, ça devient quand même aujourd'hui un peu secondaire, même pour eux, puisque d'autres priorités ont été mises en place. Les 4 hommes de tête qui poursuivent leur progression avec toujours un peu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton et on est déjà à 50 km de l'arrivée. Alors le début d'étape s'est effectué sur un tempo modéré mais ça a bien accéléré après la première heure de course. Oui, c'est normal. De toute façon, on a laissé 4 hommes en tête. On sait que c'est des bons rouleurs. On leur a laissé 7 minutes d'avance. Et puis derrière, on a régulé l'allure. Maintenant, devant, on a accéléré. On sait que le peloton va accélérer également. Et donc, c'est un mano à mano qui est engagé et pour l'instant qui est favorable au peloton. Mais 3,20, 50 km, quand on prend en considération la valeur des hommes qui se trouvent en tête, leur capacité à rouler fort. Et puis, c'est surtout qu'ils ont dû gérer leurs efforts jusqu'à maintenant. C'est des hommes qui ont de l'expérience à l'avant. Voilà, et pour le peloton, il va falloir s'en occuper quand même. 50 km, ça peut être très très vite parcouru. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis à chaque fois une équipe pour rouler. Pas mal d'équipes viennent contribuer, que ce soit Cofidis, NTT, Lotto Soudal également. 3 minutes 20 d'avance donc pour les 4 coureurs de tête. On va retrouver Thierry justement derrière le quatuor qui continue ta progression. Thierry, est-ce que vous les imaginez rivaliser avec le peloton dans les kilomètres à venir? Le match est lancé avec un scénario assez traditionnel. On était autour des 38,5 de moyenne, je crois, la première heure, 39 pour la deuxième heure de course. Et puis à un moment ou un autre, il fallait que les 4 devant se mettent ensemble. Donc on a discuté un tout petit peu, on a fait ce qu'on avait à faire. Anthony Turgis par exemple a eu la nécessité de changer de vélo. Il a pris un deuxième vélo puis s'est arrêté une deuxième fois pour reprendre son vélo d'origine. On est venu à hauteur des directeurs sportifs. Et puis quasiment, alors ça n'a rien à voir, ça n'est pas lié, mais quasiment au moment où vous preniez l'antenne en direct, les 4 hommes ont eu des discussions. Alexis Goujard notamment qui est venu discuter avec Anthony Turgis et avec Yann Traknik. Et les 4 hommes se sont mis en route, comme l'on dit. C'est vrai que ce sont très très bons rouleurs, des spécialistes pour la plupart du contre-la-montre. Donc 50 km, ça ne leur fait pas peur. Mais ils sont un ton au-dessus de ce qu'ils étaient tout à l'heure. Et on le sent. Alors avec aussi quelque chose d'assez significatif. Alors on était dans une côte tout à l'heure à Trèves, mais depuis un long moment, on est sur des routes descendantes. Là, on est dans une longue descente et ça favorise forcément l'échappée. Comme l'on dit dans le jargon, il va y avoir match dans les kilomètres à venir et dans les minutes à venir pour voir si le peloton est capable de vraiment revenir sur ces 4 hommes de tête qui ont bien géré leurs efforts. Oui, puis c'est surtout que dans les difficultés, on n'a pas envie de mettre non plus en difficulté les différents sprinteurs au sein du peloton. Donc on est obligé de gérer un peu l'écart. Et dans les bosses, on n'a pas forcément envie de monter à bloc. Peut-être à travers Condrieu. Condrieu, Laurent. Ah, c'est un nom qui résonne à vos oreilles. Oui, pas qu'aux miennes d'ailleurs. mais une appellation bien connue évidemment avec ce cépage, le Vionnier. Bon, pour l'instant, il faut rester concentré.
Et on va arriver très prochainement dans la dernière difficulté du jour, la côte de Saint-Prime, 1 km 400 à plus de 8% de moyenne. Ce sera la dernière difficulté répertoriée de la journée. Et ça continuera à grimper après. Oui, oui. Un final assez usant. Là, les coureurs qui vont traverser le Rhône dans quelques kilomètres pour poser leur roue dans le département de l'Isère. Alors avant d'assister à l'ascension de la côte de Saint-Prime, dernière difficulté du jour, je vous rappelle que vous pouvez gagner un voyage pour 2 personnes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, France Télévisions, donc, qui sera le diffuseur officiel des Jeux de Tokyo, vous propose de gagner ce séjour d'une valeur de 22 000 €. Vous pourrez assister à la cérémonie d'ouverture et vous disposerez d'un guide francophone pour visiter le vieux Tokyo. Pour jouer et pour participer au tirage au sort, c'est très simple. Vous appelez le 34 35 ou vous envoyez Tokyo par SMS au 7 30 03. À vous de jouer, tirage au sort le 31 mai. Bien voilà, la traversée du Rhône, comme promis, avec Ryan Mullen, Alexis Goujard, Yann Tratnik, Anthony Turgis à 46 km de l'arrivée. L'écart qui décroît légèrement, à peine plus de 3 minutes d'avance pour les hommes de tête. Avec une chute à l'arrière du peloton, un coureur de la formation Education First. Il s'agit de Michael Woods, le Canadien. Michael Woods, le Canadien, qui est tombé de manière assez brutale, semble-t-il. Ouais, qui a indiqué au médecin qui vient le secourir l'origine du mal, visiblement immobilisé. Il sent qu'il y a quelque chose qui est cassé, très probablement. Avec Michael Woods, l'équipe Education First, qui on le rappelle a perdu TJ Van Garderen. Michael Woods, s'il est blessé sévèrement, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe. Oui, et pour Sergio Higuita, effectivement, en vue des 3 dernières étapes de Paris-Nice. Michael Woods qui effectuait son retour à la compétition sur Paris-Nice, sa première course de la saison. Et malheureusement pour le Canadien, eh bien, cette reprise va s'achever sans doute aujourd'hui sur les routes du Rhône. La côte de Saint-Prime, dernière difficulté de la journée. Pas très longue, mais assez pentue, 8,3% de moyenne sur 1500 mètres d'ascension. Côte classée en 3e catégorie. On retrouve Thierry avec les hommes de tête. Quand on est au pied, avec un petit pont et un rétrécissement à 4, ça passe bien. Il faudra être un peu plus prudent avec le peloton, mais c'est fort bien indiqué par notamment la gendarmerie et la garde présidentielle, avec le quatuor emmené par Anthony Turgis. Effectivement, c'est une côte répertoriée, donc qui compte pour le classement de la montagne. Répertoriée à 3%, je pense que certains, comme Ryan Mullen, qui est un vrai rouleur, se dit ah ouais, 3%, c'est pas facile au pied là. On arrive avec le panneau qui indique 1 km. Il y a un petit replat là, c'est le final qui sera un peu plus compliqué. On a réduit un peu le rythme au moment où vous disiez que l'écart diminuait légèrement. On était en bas de cette longue descente et dans cette partie là qui est un petit peu plus plate, alors qu'on va se diriger maintenant vers les derniers 700-800 mètres qui vont grimper avec un virage à droite. Je donne ça pour Laurent. Lorsque l'on n'est pas à l'abri, il y a un tout petit peu de vent qui est plutôt de face. Alors rien à voir avec ce qu'on a connu les 3 premiers jours de Paris-Nice, bien sûr. Les conditions sont différentes. La température ici est même montée à 21 degrés. J'ai vérifié quand même parce que ça me surprenait, mais non, on est à 21 degrés. Il fait vraiment doux, vraiment agréable pour faire du vélo, même si là ça commence à bien grimper. Et c'est un vent un petit peu qui peut gêner un petit peu l'évolution des 4 hommes de tête notamment. Les 4 hommes de tête et les coureurs du peloton qui viennent de pénétrer donc dans le département de l'Isère. Département de l'Isère qui n'a pas souvent accueilli Paris-Nice. Loin de là, puisque c'est la 3e fois seulement qu'une arrivée d'étape de Paris-Nice a lieu en Isère. La première, c'était en 1980, avec une étape Saint-Étienne-Villard-de-Lans dans le Vercors, remportée par Klaus-Peter Thaler, l'Allemand. L'année où Gilbert Duclos-Lassalle a gagné Paris-Nice, en 1980 donc. Et 2e arrivée dans l'Isère, c'était
un peu plus près de nous en 1994 avec une arrivée à Vaujany dans le massif de l'Oisan et la victoire de Pascal Richard, le Suisse. Le département de l'Isère qui d'ailleurs va réaliser le Grand Chelem cette année avec une arrivée d'étape de Paris-Nice, donc aujourd'hui à la Côte-Saint-André, avec une arrivée d'étape également du Critérium du Dauphiné, ça c'est plus habituel, au mois de juin prochain, arrivé au sommet du col de Porte, dans le massif de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Et puis, à l'occasion du Tour de France, eh bien, il y aura une étape 100% iséroise entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. Elle fait mal, hein, cette ascension à Ryan Mullen, il s'accroche. Ouais, on le voit ici avec un pourcentage à 11% sur la partie finale. Oui, bien sûr que ça grimpe. Et quand on n'est pas à l'aise dans les montées, forcément, on passe un mauvais moment. Et là, les échappés sur le kilomètre d'ascension ont déboursé quand même 20 secondes. Un petit peu plus même. Les hommes de tête qui rentrent dans la localité de Saint-Prime. Et Anthony Turgis qui va certainement aller prendre les points au sommet. Il portera son capital à 19 points. Donc il viendra se positionner en deuxième position. À 3 points seulement de son coéquipier et leader dans ce classement, Jonathan Lieber. Et on pense évidemment à ses frangins, hein, Anthony Turgis, Jimmy et Tanguy Turgis. Oui, tous les deux qui souffrent d'une maladie cardiaque et qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle. Oui, c'est vrai, c'est bien d'en parler, Marion. Il y avait les 3 frères Turgis dans le peloton professionnel, il y a de cela encore 2 ans. Tanguy, le premier, a dû mettre un terme à sa carrière après que des problèmes cardiaques aient été détectés. Et Jimmy Turgis a subi malheureusement le même sort en début de saison. Même cause, mêmes effets, arrêt de carrière immédiat pour Jimmy Turgis, comme le cadet Tanguy il y a de cela 1 an. Il faut voir le bon côté des choses. Évidemment, c'est dommage pour ces 2 garçons. Mais ce qui est très bien, c'est que ça ait pu être décelé avant qu'il ne soit trop tard. À une certaine époque, il n'y avait pas tant d'examens de fait. Maintenant, pour obtenir une licence, ça impose quand même de faire beaucoup d'examens, et notamment cardiaques. Ce muscle qui est quand même largement mis à contribution quand on fait du sport d'endurance comme le cyclisme. Et donc, quand on arrive à déceler assez tôt un problème d'ordre cardiaque, eh bien là, on rigole plus, quoi. Hein. C'est plus... on n'est pas là pour... Oui. On est vraiment dans la prévention. Pour quelque temps, on met les choses à l'échelle de la vie. Et bien sûr, tant pis pour la carrière cycliste. Là, ce qui compte, c'est la santé de la personne en priorité. Évidemment. Problème cardiaque qui en plus s'aggravait avec les efforts violents. Donc il n'y avait pas d'autre solution. C'est ce qui était arrivé aussi à Nicolas Portal, hein, de devoir arrêter sa carrière, justement parce qu'on avait décelé un problème cardiaque. En 2010, alors qu'il était membre de la formation Sky. Et puis on a eu des coureurs belges également qui ont dû stopper leur carrière de manière brutale, précipitée. Ouais. C'est le cas de Johan van Sommeren, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, et de Gianni Mersman également. C'est vrai. Double vainqueur d'étape sur la Vuelta. Le peloton dans l'ascension de la côte de Saint-Prime à son tour avec les équipiers de Giacomo Nizzolo. Et on la grimpe vite. Hein. On voit également Tige Benoît bien placé. Soren Kragh Andersen. Bien sûr, le vainqueur d'hier hein, sur la gauche pour la formation Sunweb. Et juste derrière lui, Julien Alaphilippe. Alors l'équipe de Koenig Quick-Step a perdu son sprinter hein, puisque Sam Bennett, l'Irlandais, est rentré à la maison à Monaco hier. Après sa chute survenue dans le final de la 3e étape en direction de la Châtre. C'est une équipe qui, pourquoi pas, pourra dynamiter le final s'il en a l'occasion. Avec des grands numéros, pourquoi pas, de Casper Asgreen. Ouais, 3e du chrono hier, Casper Asgreen à Saint-Amand-Montrond. C'est monté très vite, hein. On voit Boy Van Poppel en dernière position pour la formation Wanty-Gobert, Circus Wanty-Gobert, qui s'accroche pour rester justement dans ce peloton avec Sander Armé juste devant lui pour l'équipe Lotto Soudal.
il y a quelques formations qui aimeraient bien voir des sprinters déjà un peu entamés avant le sprint final. C'est le cas de la formation Sunweb par exemple avec Michael Matthews qui est un des sprinters qui passe mieux les bosses. Si on pouvait en avoir quelques-uns de moins à l'arrivée, ça serait pas plus mal. Tu peux passer devant. 3 quarts avant comme ça. Là, on n'est plus dans la gestion là, pour les 4 hommes de tête. Comme l'indiquait Thierry tout à l'heure sur la moto, effectivement, les relais sont beaucoup plus appuyés. On prend bien le soin de se tenir à l'abri dans les roues. Bref, on est en mode résistance. On essaie de résister au retour du peloton et essayer de gérer cet écart. De 34 à 40 km, c'est pas suffisant pour dire qu'ils peuvent encore aller au bout, mais c'est un écart qu'il faut essayer de préserver, en tout cas pour avoir une petite chance d'aller au bout. Et bien justement, on va poser la question à Stéphane Goubert, le directeur sportif de l'équipe AG des Arts La Mondiale, qui est avec Thierry Adam. Oui, avec une partie un peu plus descendante, ça descend pas mal, c'est un avantage. Stéphane, d'abord, une première chose, un mot sur Oliver Nassen, qui a dû abandonner. Je crois que c'est des problèmes gastriques, il était malade. Oui, je vous confirme. Ah, attendez, parce que là, on est en descente, donc c'est moins facile. On va attendre qu'on a... Voilà, on va revenir. Ce sont les aléas du direct. Enfin, on va prendre un virage à droite, là, après, ça va être beaucoup plus facile. On arrive après à droite, me fait signe Stéphane, on se dirige vers Roussillon, la direction de Valence pour être exact. Virage à droite, virage à gauche. Ah, c'est traversée de village. Voilà, ça y est, on arrive. La route est un peu plus plate. Oui, alors on disait, Oliver Nassen était malade cette nuit. Oui, victime de maux de ventre, il est obligé de s'arrêter. Il a vomi d'ailleurs après une fois qu'il a abandonné. Donc voilà, on va préférer le préserver. Et surtout, c'était très difficile pour lui de pédaler dans cet état-là. Alors, un mot sur cette échappée. On a pris 7 minutes, c'est revenu aux alentours de 3. Et puis là, on a le sentiment que les 4 ont relancé la machine. Alexis a été avec tout le monde. C'est clair que maintenant, c'est un bras de fer avec les équipes de sprinteurs derrière. Donc, il faut rester unis pour les 4. Ils se sont bien entendus, ils ont bien géré. Le début de l'étape était très difficile. Donc, c'était difficile pour eux à 4 de garder des efforts sur 227 km. Mais voilà, donc maintenant, il faut vraiment continuer. Pas penser à la victoire, d'abord rester soudés, aller le plus loin possible et après on verra ce que ça donne dans le final. Surtout qu'après le sprint, le dernier sprint bonif, il y aura un profil descente et plat pour cette échappée. Ouais, on peut y croire parce qu'il y a quand même 4 sacrés rouleurs. Oui, bien sûr, il y a des spécialistes de contre-la-montre dans cette échappée. Il y a Purgis aussi qui est un spécialiste de ces échappées-là en même titre qu'Alexis Goujard. Donc voilà, bien sûr qu'il faut y croire. Et même s'ils sont que 4, comme vous dites, c'est 4 bons rouleurs, 4 bons spécialistes de cet effort et ils savent gérer. Donc voilà, ça va être très intéressant en espérant que la balance penche pour l'échappée. Merci beaucoup Stéphane, désolé pour le petit exercice de style, mais c'est pas toujours facile les directs à hauteur du directeur sport. Et c'était très intéressant d'écouter Stéphane Goubert. Merci Thierry, effectivement. Il y aura match entre les 4 hommes de tête et le peloton. Le bras de fer est lancé. 2,36 toujours d'avance à 38 km de l'arrivée. Oui, pour l'instant, il résiste très très bien. Donc effectivement, le match est lancé. Pour l'instant, on donne du crédit aux échappés. Et on s'en doutait un petit peu à la vue des images. Et on a la confirmation, Michael Woods vient de quitter la course. Abandon après sa chute. Mauvaise journée pour l'équipe Education First qui perd TJ Van Garderen, non partant ce matin à Ghana dans l'Allier. Et en course, abandon malheureusement de Michael Woods, le Canadien. On va essayer de vous donner des infos complémentaires concernant Michael Woods qui semblait assez sévèrement touché après sa chute. L'équipe Sunweb, on travaille pour Michael Matthews, évidemment. Michael Matthews qui a fait hier le chrono à fond d'ailleurs. Il a pris la 7e place. La 7e place, exactement, Marion, à 18 secondes de Søren Kragh Andersen, son coéquipier. Pour la formation Sunweb, on a même plusieurs cartes, 16 balles. Oui. Et pas mal de bonnes places en cas d'arrivée au sprint. Donc il faudra voir dans les derniers kilomètres pour qui on travaille.
Oui, Chesseball, c'est vrai. C'est une belle carte pour l'équipe Sunweb, très affûtée en ce début de saison. Ouais, et pour l'instant, Michael Matthews a bossé pour lui. C'est lui qui a emmené les sprints en personne. Le grand néerlandais, Chesseball, qui a remporté d'ailleurs une étape du Tour d'Algarve et qui, sur Paris-Nice, a terminé 5e à Plaisir et 4e à La Châtre il y a 2 jours. Grand néerlandais, alors grand par le talent, par la taille également. 1m94, c'est vrai qu'on le distingue assez facilement dans les sprints. Allez, Mats Pedersen, le champion du monde. Qui a essayé de s'échapper en début d'étape. Oui, et qui a failli percuter. C'était Juraj Sagan, je crois, pour la formation Boransgro. Et on retrouve Thomas De Gendt à l'avant. Thomas De Gendt qui a de bonnes jambes. On l'a vu hier à l'occasion du contre-la-montre où il a pris une très très belle 4e place. Attention à lui demain sur la route d'Apt. Elle va vouloir aller dans les chiffres, ça c'est sûr. Ce serait pas étonnant de le voir échapper demain, Thomas De Gendt. Là pour l'instant il fait le boulot pour Caleb Ewan, bien sûr, son sprinter. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite en direct sur les routes de l'Isère. Et Thierry Adam sera avec le directeur sportif de l'équipe Total Direct Énergie, représenté à l'avant par Anthony Turgis. A tout de suite. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus sortir. Je me sentais devenir invisible. Alors je suis allé chez Audica et un expert m'a proposé des aides auditives 100% invisibles pour que moi, je ne le sois plus. Pour essayer gratuitement pendant 30 jours nos aides auditives exclusives, appelez le 3220 et dites Audica, dispositif médical. Audica, vivez plus. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, le t-shirt Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. Rendez-vous sur perco.com pour commander votre t-shirt. Perco, engagé contre le mal de dos. Problème de fuite urinaire masculine? Ne les laissez pas dicter votre vie. Testez gratuitement Convine. Une solution discrète et efficace, de jour comme de nuit. Pour mener la vie que vous souhaitez, appelez le 3620, dites fuite urinaire pour recevoir vos échantillons gratuits. Convine est un dispositif médical pour hommes. La vie est meilleure quand votre chat stérilisé reste agile et maintient son poids idéal. C'est pourquoi Ultima Stérilisé élabore des recettes adaptées à ses besoins nutritionnels. Ultima, partageons une vie meilleure. Que ce soit les serveurs, que ce soit les animateurs, être entouré par toute cette jeunesse, ça fait du bien. Ronaldo. Ah, voilà une qui me suit. Je me sens vraiment libre, indépendante, alors je ne sais pas ce que je pourrais demander de plus. Trouvez votre résidence-service Domitis sur domitis.fr. Si les chefs Season font ça ou encore ça, c'est pour livrer chez vous des repas fraîchement cuisinés et équilibrés pour toute la semaine. Et en ce moment, 30% offert pour votre première commande sur season.fr. Paris-Nice avec Delco, réseau de garage auto. La 5e étape de Paris-Nice, 227 km entre Ghana dans l'Allier et la côte Saint-André dans l'Isère. 4 hommes à l'avant, à 34 km de l'arrivée, avec Jan Tratnik qui emmène ce quatuor, le coureur de l'équipe Bahreïn McLaren ici à l'image. Alexis Goujard pour l'équipage J2R La Mondiale. Il y a également Ryan Mullen, l'Irlandais de la formation Trek Segafredo, c'est bien ça. Et puis également Anthony Turgis pour la formation Total Direct Énergie. 2 minutes 22 d'avance pour l'instant. Il résiste bien, les 4 hommes de tête. Oui, il résiste bien, surtout que derrière, évidemment, on a la capacité encore de s'organiser avec beaucoup plus d'efficacité de force, mais pour l'instant, ça ne ménage pas non plus, ça n'amuse pas la galerie dans le peloton, on roule fort malgré tout, et l'écart, même s'il perd quelques secondes, reste quand même intéressant. 2 minutes 14, à peine un peu plus de 30 km de l'arrivée, c'est une belle résistance qu'opposent les 4 échappés à l'avant-garde du peloton. Et Cyril Gauthier qui fournit un gros effort là. Victor Campenard dans la roue. Thomas De Gendt.
et des nouvelles concernant Michael Woods qui souffrirait a priori d'une fracture du fémur. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Ah oui, fracture du fémur, c'est une blessure. Alors toutes les blessures sont moches, mais fracture du fémur, c'est très, très, très moche. Pour le malheureux Canadien Michael Woods. Les coéquipiers de Giacomo Nizzolo à l'avant du peloton. Thomas De Gendt également vigilant. Ça roule très fort à l'avant de ce peloton et ce depuis de nombreux kilomètres et l'écart qui reste supérieur aux 2 minutes. Et on nous annonce 22 degrés sur la route de Paris-Nice. Non? Ça vous paraît... Là, c'est peut-être un peu optimiste. Oui. Après, le thermomètre est sur la moto. Une moto, ça chauffe aussi. Hein. C'est vrai. Ça roule. Hein. Mais il fait doux en tout cas. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Les prévisions, c'était 17 degrés. Alors, bon, 17-22 finalement, il n'y a pas... Ça n'a pas tellement d'importance. Et c'est vrai que dans le peloton, on s'affole un petit peu là. Hein. On sent bien qu'on redouble d'énergie au moment des passages des relais. Ça roule très très fort. On prend vraiment au sérieux la résistance qui est en train d'imposer le groupe de tête. Romain Bardet. Dans sa roue, c'était Roman Kreuziger pour l'équipe NTT et Giacomo Nizzolo qui est plutôt en queue de peloton, le vainqueur de Chalette-sur-Loing sur cette édition 2020 de Paris-Nice. C'était lundi, Giacomo Nizzolo. Ça fait une journée un peu plus tranquille pour la formation Bora-Hansgrohe. Pour l'instant, on n'a pas besoin de défendre le maillot jaune. Devant, il n'y a personne qui est inquiétant au classement général. Et les équipes de sprinters n'ont pas envie de passer à côté cette fois-ci. Et comme promis, on va retrouver Thierry Adam qui est tout près de la voiture de Total Direct Énergie à l'avant de la course. Ah oui, vous m'avez mis gentiment la pression avant la page de pub. Faites gaffe parce que je vous vois, hein, je regarde la télé en même temps parce que ça marche pas. Ah mais c'est interdit ça, Thierry. Ah non, mais je regarde la télé sur les genoux. Vous savez, on est équipé dans les voitures maintenant. Finalement, c'est bien d'avoir Anthony devant. D'abord parce qu'au moins vous êtes dans l'échappée, c'était l'objectif. Et puis pour le maillot à poids, c'est pas mal. Oui, la priorité c'était surtout l'étape de disputer la victoire, soit avec l'échappée, un coureur dans l'échappée comme Anthony, ou avec Nicolo si malheureusement le peloton venait à revenir. Anthony était très déçu de son début de Paris-Nice, il a pris une bonne gamelle, il était dans la chute de Warren Barguil le premier jour. Donc il était très déçu, il était revanchard et remonté comme une pendule pour l'étape d'aujourd'hui et il marche très bien. Donc voilà, on va faire de la résistance, on va voir. Ouais, alors justement, on disait tout à l'heure, ça fait 4 bons rouleurs d'abord, premièrement, des spécialistes du contre-la-montre aussi. Et a priori, ils ont bien géré, hein. Vous leur avez bien parlé, tout le monde a bien parlé. Hein. Bah oui, je pense qu'on s'est pas concerté entre équipes, mais on a tenu, j'imagine, le même discours. Évidemment qu'avant le passage de ce dernier grimpeur de la journée, il fallait être prudent et faire vraiment l'effort là sur cette dernière heure de course. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc, alors, je vais m'écarter un peu parce que quand il y a un gendarme avec un drapeau jaune, c'est qu'il y a quelque chose au milieu. Ça s'appelle un ralentisseur ou un séparateur de route, donc c'est pas forcément facile. Voilà, je reviens, je termine. Est-ce que vous y croyez à cette échappée à ce quatuor? Bah oui, on y croit, heureusement. On y croit, il faut y croire, parce que si on veut encourager Anthony de la meilleure des façons, il faut qu'on soit tous convaincus. Ils ont une chance, il ne faut pas la laisser passer, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Thierry, oui, la chance elle existe, 2 minutes d'avance à 29 km de l'arrivée, alors la tendance reste favorable au peloton, mais tout dépend des réserves d'énergie dont disposeront les 4 hommes de tête dans le final. Romain Bardet qui visiblement souffre. Oui, qui vient prendre un médicament à hauteur du médecin de la course, comme le veut la règle. Et on rappelle que Oliver Nassen est rentré chez lui avec des douleurs gastriques. Est-ce que Romain Bardet faisait chambre avec? On sait que les coureurs sont 2 par chambre, hein. C'est possible. C'est possible. En tout cas, il y a une inquiétude là. À noter que Pascal Ackermann a abandonné. Il
souffrirait également de maux de ventre. Les 30 derniers kilomètres de cette 5e étape de Paris-Nice. Je vous rappelle que cet été, France Télévisions sera le diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Tokyo et à cette occasion, vous pouvez gagner un séjour pour 2 personnes, un séjour au Japon d'une valeur de 22 000 €. Pour participer au tirage au sort, eh bien vous appelez le 34 35 ou vous envoyez Tokyo par SMS au 7 30 03. À vous de jouer. 28 km encore. Thomas de Gendt qui imprime une allure soutenue et lorsque Thomas de Gendt est à la manœuvre, eh bien l'écart fléchit. Moins de 2 minutes d'avance pour les hommes de tête. Et puis sur des portions qui ne leur sont pas favorables pour l'instant, des longues lignes droites. Il y en aura quelques-unes des lignes droites dans le oui, final. jusqu'à l'arrivée pratiquement. Bon, il y aura un bon faux plat là pour arriver jusqu'au sprint bonification. Ce sera un peu plus plat dans le final, mais pareil, des longues lignes droites. Évidemment, parce que quand on est échappé et que le parcours est sinueux, ça ne permet pas forcément au peloton de bien s'organiser, alors que lorsqu'il est rectiligne, comme c'est le cas là, eh bien on peut remonter beaucoup plus facilement, venir prêter main forte à ceux qui roulent en tête du peloton. Et puis on a ce point de mire, voilà, puisque maintenant ils rentrent dans la ligne droite, l'avant-garde du peloton, ils vont apercevoir au bout les voitures suiveuses derrière les échappés. Et donc ça donne une indication, ça remet un petit peu de baume au cœur quand on est en poursuite. Tiens, les voilà, ils sont pas si loin. On fait une petite pause quand même pour garder passer la course. Allez, le gros relais maintenant de Julien Vermote pour la formation Cofidis. On parie pour Elia Viviani, qui pour l'instant n'a pas su s'illustrer. Mais qui doit se sentir bien, vu le travail effectué par les coureurs de l'équipe Cofidis depuis le départ de Ghana ce matin. Oui, et puis ça va lui permettre de se remettre en confiance aussi quand on a son équipe qui travaille pour soi. Ça motive encore un peu plus. Ils avaient fait du bon boulot d'ailleurs toute sa formation lorsque Garcia Cortina a remporté la victoire. Et malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de sprinter. Alors il y a une équipe qui est discrète pour l'instant, c'est l'équipe Arkea Samsic, l'équipe de Nairo Quintana et de Nasser Bouhanni. On va écouter Nasser Bouhanni, le sprinter de la formation managée par Emmanuel Hubert, qui s'est exprimé ce matin au départ à Ghana. C'est la dernière occasion, on le rappelle, pour les coureurs de l'équipe Arkea Samsic. Tiens, on en retrouve quelques-uns, notamment Nairo Quintana qui est dans la roue de Winner Anacona, son coéquipier. On écoute Nasser Bouhanni. Déjà, il n'y a pas de pluie et beaucoup moins de vent, donc je pense que ce sera déjà peut-être un peu moins nerveux. Mais c'est un parcours quand même assez difficile avec pas mal de montées, donc ça reste indécis. Et en tout cas, j'espérais être bien aujourd'hui et disputer la victoire s'il y a un sprint massif. Comment ça se passe avec ceux qui vous entourent pour les sprints, avec Connor, avec Dan? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette entente? Dan était un peu malade en fait sur ce début de Paris-Nice, donc malheureusement j'étais un petit peu seul pour le final. Mais sinon, il va mieux aujourd'hui et j'espère qu'on sera bien et qu'on va trouver un bon feeling dans le final. Voilà, Nasser Bouhanni qui a pris la 5e place à La Châtre il y a 2 jours et qui va donc abattre sa dernière carte aujourd'hui, forcément avec cette arrivée à la côte Saint-André. Et Nasser Bouhanni qui parlait justement de la difficulté du parcours. Aujourd'hui, il y a tout de même 2600 mètres de dénivelé positif. C'est pas un parcours tout plat, loin de là. Il y avait 4 ascensions, on le rappelle, répertoriées au classement de la montagne. Alors on va retrouver Thierry qui est à l'arrière du peloton. Il a quitté les 4 hommes de tête. Comment ça se passe, Thierry, à l'arrière du peloton? Ça se passe vite. Ça se passe même très très vite parce que là on est en train on profite de cette longue ligne droite
comme le faisait remarquer judicieusement Marion Rousse. Et on essaye on s'organise, hein, parce que les équipes sont bien organisées. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné de voir à l'avant d'un peloton les groupes, groupes d'équipes, 4-5 coureurs de la même équipe ensemble. Et à l'arrière, ça commence à être compliqué pour certains coureurs parce qu'on était vraiment dans un rythme élevé. Le peloton était même étiré, je ne vais pas dire très étiré, mais étiré. Il y a un tout petit peu de vent. Il faut donc se méfier. Et, on a perdu, par exemple, entre guillemets, Sander Army, le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal, qui a été distancé. Ça commence à être dur pour certains coureurs de l'équipe Direct Total Energy, dont le maillot blanc à poids rouge. On essaie de revenir sur l'arc droite, on essaie de se réorganiser. Brian Coquard mal placé là en queue de peloton qui cherche un équipier ou deux pour tenter de revenir. Mais je peux vous dire, que ça va vite, mais c'est le lot habituel quand on est derrière un peloton ou quand on est sur le vélo dans un peloton, c'est qu'il faut bagarrer. Le peloton est étiré, il fait bien 250 mètres entre le premier et le dernier, même un peu plus maintenant. Et pour revenir, bien voilà, il y a bagarre, il y a besoin de faire de gros efforts, besoin de s'organiser, il faut pouvoir passer, il faut avoir une petite ouverture. Bref, ça signifie tout simplement qu'on prend très au sérieux les 4 hommes de tête. Ça n'a échappé à personne, c'était des rouleurs. Et on essaye de revenir maintenant le plus vite possible. Mais comme l'on dit, il y a match alors que le peloton rentre à court et buis. À 24 km de l'arrivée exactement, Thibaut Pinot plutôt à l'arrière du peloton dans la roue de Mathieu Ladanius, l'un de ses anges gardiens sur les différentes courses auxquelles il participe. Thierry a évoqué l'équipe BNB Vital Concept. Eh bien, on va écouter Brian Coquard, le sprinter de la formation managée par Jérôme Pinot. Brian Coquard qui revient sur ses malheurs de début de Paris-Nice et sur ses ambitions aujourd'hui. Là, ça fait un petit moment dans la saison que j'ai pas trop de réussite, mais là voilà, c'était le but, c'était hier de récupérer au contre-la-montre. Après la chute, j'ai encore quelques douleurs, mais j'espère que ça va aller bien. Et puis c'est sûr que l'équipe, faut rester soudé, garder le moral, et on a une occasion aujourd'hui. Et Paris-Nice n'est pas fini, donc on va essayer de finir en beauté. En tout cas, ça peut pas plus mal finir que comment ça a commencé. Effectivement, Brian Coquard qui joue de malchance depuis le début de la saison. Il est tombé au mois de février. Ensuite, son Paris-Nice a été émaillé également de pas mal d'incidents, notamment une violente chute dans le final en direction de la Châtre il y a 2 jours. Après avoir crevé en plus. Voilà, la totale. Mais en tout cas, on a confiance en Brian Coquard. On a mis des hommes à rouler tout à l'heure. Brian Coquard qui sera lancé par Jens de Buschkereux. Ce sera une arrivée d'ailleurs un peu particulière. Il y aura un dernier virage à 800 mètres de la ligne, un virage à gauche qui se refermera même dans la fin du virage. Il faudra évidemment être très bien placé. Allez, 23 km encore à parcourir. Et l'avance qui décroît, mais pas dans des proportions trop importantes pour les 4 hommes de tête. Toujours 1 minute 30 d'avance. Oui, mais là, la tendance s'inverse quand même. Il y a encore un petit peu de marge. On n'est plus qu'à 22 km de l'arrivée, mais 1 minute 20 quand même. On a perdu 40 secondes en 8 km, donc la tendance s'inverse un petit peu maintenant. Le peloton revient quand même, c'est vrai, sur ces portions rectilignes. Les relais des coureurs qui amènent le peloton sont beaucoup plus appuyés que ceux des échappés, dont on imagine bien évidemment qu'ils sont fatigués. On rappelle que l'étape d'aujourd'hui, c'est bien la plus longue de ce Paris-Nice, c'est 227 km. Et on aperçoit des reliefs au loin. Et oui, on est au pied, ou presque, du Vercors, de la Chartreuse. Et puis un petit peu plus loin, si le temps est dégagé, on aperçoit les montagnes du massif de Beldon. Alors qu'Adrien Petit vient de crever pour l'équipe Total Direct Energy, Thierry. Oui, crevaison roue arrière, alors c'est jamais, je le dis, je le répète tout le temps parce que c'est jamais très agréable de crever, mais il y a des moments plus ou moins favorables. Là évidemment à la vitesse où on va, on est à près de, on est à 50 km, compteur moto, forcément quand vous crevez, le temps que la voiture arrive, vous savez que les voitures sont en fonction du classement général, l'ordre des voitures, donc votre voiture quand elle est quasiment à la fin, il faut attendre, ça vous perdez facilement 300, 400, 500 mètres, et après il faut revenir, même dans les voitures, c'est pas facile, surtout à 50 km/h devant, peloton qui s'étire de plus en plus, et c'est embêtant. Adrien Petit
parce que si jamais le quatuor était rejoint et qu'on avait un sprint, ben on a un bon sprinter qui aime bien l'arrivée d'aujourd'hui notamment, en tout cas le profil lui correspond. C'est Nicolo Bonifacio qui pourrait bien avoir son rôle à jouer aujourd'hui. C'est pour ça, et Adrien Petit, c'est son lanceur de sprint. C'est pour ça que du côté d'équipe Total Direct Energy, on a demandé à Dries Van Gistel, le coureur belge, d'attendre Adrien Petit, peloton qui quasiment, pas tout à fait, mais presque en file indienne. C'est vous dire si en tête de peloton ça va vite pour tenter de revenir sur les 4 maintenant. Le match continue. Le match continue, Thierry, et pour l'instant avantage au peloton, 1 minute 20 d'avance pour les 4 hommes de tête. C'est insuffisant bien évidemment, si proche de l'arrivée. Ouais, c'est pas suffisant en tout cas. Oui. C'est sûr, c'est pas suffisant. Bien sûr, ils ne sont pas encore repris, donc il y a toujours un petit espoir, mais c'est pas suffisant. Pour l'équipe du maillot jaune, on le voit, pas d'inquiétude, on est calme. Charman passe une journée relativement tranquille. Il a, qui plus est dans sa roue, un garçon comme Peter Sagan pour le protéger au cas où il aura un petit problème. Sagan, c'est forcément un coureur que l'on respecte, et mettre un coureur de premier plan dans la roue du maillot jaune, eh bien c'est lui garantir la tranquillité. Voilà, personne ne va venir le frotter. Ça arrive parfois en finale des courses, mais on ne va pas l'embêter, Charman, avec un Sagan dans la roue. Donc voilà, cette équipe Bora est très concentrée et elle n'a pas travaillé aujourd'hui, donc c'est plutôt une belle journée pour le maillot jaune. Et une bonne nouvelle au vu de l'étape de demain. Ce qui est pris est forcément toujours bon à prendre. Et vous parliez de Peter Sagan qui a carte blanche aujourd'hui pour le final. On rappelle que Pascal Ackermann a abandonné en plus pour la formation Bora-Hansgrohe en début d'étape. Oui, puis Sagan il monte en pression gentiment, jour après jour. Allez, c'est maintenant le moment de changer de rythme là pour les 4 hommes de tête, s'ils en ont bien sûr la possibilité. Ils l'ont déjà changé depuis bien longtemps, le rythme. Là, ça devient difficile de maintenir le rythme. Et puis ça n'a pas l'air, mais en plus ça n'arrête pas de grimper depuis tout à l'heure sur un long faux plat montant. C'est usant. C'est usant. Il est usant ce final, Marion, c'est vrai. 1,09 d'avance pour les 4 hommes de tête. Mais le bras de fer continue entre les 4 hommes de tête et le peloton. Et les 20 derniers kilomètres de cette 5e étape de Paris-Nice avant l'arrivée inédite, on va en reparler dans quelques instants, à la Côte-Saint-André. Mais c'est un nouveau Paris-Nice qui commence aujourd'hui et on va écouter à ce sujet Thibaut Pinot qui s'est exprimé ce matin au départ à Ghana dans l'Allier. On a un nouveau Paris-Nice, donc il y a encore une étape quand même au sprinter je pense aujourd'hui, qui peut être nerveuse dans le final. Mais c'est sûr que le plus chiant on va dire est derrière nous maintenant. Ouais. Vous avez digéré ce chrono, vous étiez qu'à moitié satisfait hier? Ouais, t'es pas trop satisfait, c'est sûr, on va pas satisfaire d'une 27e place, mais voilà, il faut avancer et maintenant penser au week-end. Voilà le franc-parler de Thibaut Pinot qui nous a clairement exprimé son soulagement de voir que le plus pénible était derrière lui. On comprend bien ce qu'il veut dire. Oui, il n'y a pas de souci. Ah non, faut pas de décodeur, Laurent. Tout à l'heure, il nous l'a expliqué concernant le virus. Moi, j'y connais rien. Pour l'instant, on peut courir, donc je cours, mais évidemment. En tout cas, il a passé ses étapes pénibles avec brio quand même. Bon, le chrono, il a perdu du temps, mais voilà, il fait avec les moyens du moment, c'est ce qu'il nous a expliqué. Moi, je trouve que le discours est plus négatif que les sensations. Parfois, on le sent un petit peu déçu, pas très content de lui, habité un peu par le doute, mais au niveau du résultat et du classement, il est pas mal, 14e après 5 journées de course. Ouais, moi, je trouve que c'est bien. Voici Thibaut Pinot. Et derrière Anthony Turgis et Ryan Mullen qui laissent filer Tratnik et Goujard. Eh oui, dans ces portions de faux plat montant. À 18 km, évidemment, on ne va plus attendre, même si on n'est que 2. Ouais, mais sans bilan sur l'échappée, évidemment, puisque maintenant, on a fait course commune jusque-là. Certains coureurs, à l'évidence, Turgis et Ryan Mullen n'étaient pas en mesure d'imprimer le même rythme que Goujard et Tratnik, donc on les attend plus. Sélection naturelle. Oui, on a peut-être même changé un petit peu de rythme pour s'en débarrasser. C'est chacun pour soi maintenant. 2 hommes à l'avant, mais moins d'1 minute d'avance sur le peloton. Thierry avec le peloton lancé à vive allure sur les routes de la Bièvre. Oui, sur un moment favorable, profil favorable pour le peloton, pour le chasseur
bien, ils ont aperçu la voiture jaune, tout ce qui entoure. Alors à ce moment-là, les 4 hommes de tête, hein, ils étaient encore 4. Et forcément, c'est un bon point de repère. Souvent, avec l'expérience, on s'aperçoit que ça peut aider, ça permet de juger, de jauger. Alors effectivement, ils savent, dans les oreillettes, on explique, moins d'une minute, 1:30, on en discute. Mais quand vous voyez comme ça, même sur la moto, vous vous dites, bah voilà, c'est quand même, c'est jouable, ils sont là, on les aperçoit. C'est toujours un élément important. Et au moment où vous disiez que le quatuor se divisait en deux, eh bien c'est le moment où la direction de course, légitimement bien sûr, vu l'écart, a décidé de faire arrêter les 4 voitures des directeurs sportifs. Ça aussi, c'est un petit signe, hein, sur la route pour une échappée. Peloton qui lui continue sa marche en avant et qui perd élément après élément parce que ça va vite, hein, c'est pour vous dire. Et voilà, ceux qui sont un petit peu faibles, un peu fatigués, un petit peu un ton en dessous, eh bien sont irrémédiablement distancés. 4-5 coureurs déjà distancés par ce peloton. Et Ryan Mullen sur le point d'être repris par le peloton. Est-ce qu'Anthony Turgis a déjà été avalé par le paquet? Peut-être bien. 18 km encore. Alors a priori, non, Turgis n'a pas encore été repris, mais ça devrait intervenir d'ici quelques instants, 1 minute d'avance. Hein, et c'est vrai qu'il est usant ce final, on en parlait Marion, c'est vrai, on est toujours en prise en fait. Hein. Ouais, ça va grimper encore pendant au moins 4 ou 5 km. Après, ça sera quand même plus favorable. On va avoir une petite descente et surtout des longues lignes droites. Et c'est vrai que pour aller jusqu'au sprint intermédiaire, on s'en est rendu compte tout à l'heure, ça grimpe pas mal. Et puis surtout, ça intervient après 200 km de course. Oui. Plus de 200 km, 210 km, sans compter les kilomètres du départ fictif, évidemment. Voilà Ryan Mullen qui s'est déjà laissé glisser en queue de peloton. Et toujours 1 minute d'avance pour les 4 hommes de tête. Anthony Turgis repris à son tour dans quelques instants. Le sprint intermédiaire, le 2e sprint intermédiaire de Saint-Julien-de-Lerme. Nous y sommes. Et puis Alexis Goujard, il est fort hein, dans ce genre de finale. Il est toujours très costaud quand il part de loin. Oui. Il en a déjà fait hein, d'ailleurs des. Oui, j'allais rappeler justement sa victoire d'étape sur la Vuelta à Avila il y a quelques années lorsqu'il avait épaillé tous les garçons qui composaient son groupe d'échappés. Il avait été exceptionnel ce jour-là. Un par un. Le coureur normand Alexis Goujard. Ah, puis c'est pas anodin de les retrouver en tête ces deux-là, puisque ce sont les deux qui ont fait le meilleur contre-la-montre hier. Hein. Donc je pense que c'est les deux plus en forme parmi les 4 coureurs qui étaient échappés. Et là, c'est l'équipe Bahreïn-McLaren qui roule. Alors que pour aller faire la seconde de bonif. Et Higuita va la faire aussi. Hein. Oui. Dylan Teuns. Dylan Teuns avec Sergio Higuita. Ouais, Teuns va être dur à battre hein, quand même. Higuita qui remonte, le Colombien. Il y a match. Et il y a match. Oh oui, il y a match. Et il n'est pas passé le Colombien. Qui de Teuns ou Higuita prend la 3e place? Teuns. Pour 1 seconde. 1 seconde de bonification. Oui, c'est lui. Ça, c'est quand on s'est fait la peau comme ça pour faire le sprint et faire 4e, c'est dommage. Mais pour les leaders, hein, et ces deux-là, on le voit bien, ont encore l'intention de peser sur le classement général. Alors Higuita ou Teuns? Moi je dirais Teuns. C'est serré. Photo finish. Est-ce qu'il y a une photo finish au sprint intermédiaire? Pas sûr. Hein. Normalement il y en a un. Il y a des commissaires de toute façon. Le commissaire était devant sur la moto. Bon, on va attendre le communiqué officiel. Ouais, Zdenek Štibar qui relaye maintenant. Philippe Gilbert. Avec Julien Alaphilippe qui se dresse sur les pédales avec Ivan Garcia Cortina dans sa roue. C'est parti pour le final. Ils n'ont plus de sprinteurs, les Deceuninck Quick-Step, donc ils profitent de l'occasion pour attaquer à 15 bornes de l'arrivée. Ça peut relancer la course. Et on voit un Charman tout de suite dans la route d'un équipier. On n'a pas envie de laisser partir évidemment Julien Alaphilippe. Oh, le coup de panache de Julien Alaphilippe. Garcia va pas relayer avec Dylan Teuns. Non, il va pas rouler. Et Garcia Cortina qui malheureusement ne relève pas le vainqueur de la Châtre, Julien Alaphilippe en tout cas qui tente sa chance. On va l'écouter Julien ce matin au départ de Ghana justement, il nous parle de ses ambitions et de la stratégie de l'équipe de Deceuninck.
perdu Sam Bennett. Ça fait bizarre de ne pas avoir de sprinter dans l'équipe, surtout pour une étape comme aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il va falloir rester vigilant. S'il y a des gros groupes qui partent, voilà, ce serait bien d'être devant. Sinon, il y a aussi une grosse étape demain, mais il faut prendre jour après jour, quoi. D'un point de vue personnel, tout va bien. Les ambitions De continuer de donner le maximum et puis prendre les opportunités. Aujourd'hui, c'est un autre jour, quoi. Ouais, c'est un autre jour et on voit Maximilian Charman, le maillot jaune, vigilant. Hein. C'est Bob Jungels maintenant. Avec P.O. Bilbao dans la roue. Ouais, Bob Jungels, le grand ami de Julien Alaphilippe au sein de l'équipe de Koninck. Qui a bien du mal de reprendre la roue de Bob Jungels. Hein. Ouais, pourtant Bilbao, il est en forme. On l'a vu hier sur le contre-la-montre. Et Stevens derrière qui va. Oh, on voit les costauds là. Qui s'explique. Bar également. Casper Asgreen bien placé. À 15 km de l'arrivée. Ouais, il y a un moment de flottement ici. Les équipes de sprinters qui menaient tout à l'heure ont été un peu débordées sur l'impulsion des Bahreïn McLaren pour la bonification. Ça a désorganisé l'avant-garde du peloton et c'est le moment choisi par ces équipes qui n'ont pas de sprinters pour essayer de profiter de la situation. Voilà, il y a moins de contrôle devant, donc on va essayer de provoquer des mouvements de course pour lancer une échappée, pourquoi pas, qui pourrait revenir devant et du coup mettre en échec les sprinters. Et on a bien vu Maximilian Charman, le maillot jaune, très vigilant, faire lui-même l'effort pour revenir sur Julien Alaphilippe notamment et rameuter les troupes parce qu'il y a un peu de danger en tête du peloton. Un final palpitant là sur la route de la côte Saint-André avec Bob Jungels, Jasper Stuyven. Casper Asgreen. Casper Asgreen effectivement pour l'équipe de Koninck. P.O. Bilbao est toujours là. Et pour la formation Sunweb, je crois que c'est Craig Anderson encore. Oui. Me semble-t-il, le vainqueur du chrono hier à Saint-Amand-Montrond. Un petit peu isolé là, le maillot jaune. Il attend du renfort. Ça fait 2 fois qu'il lance un message via les oreillettes. Oh les gars, faut venir m'aider, c'est moi qui roule. Il y a quand même du beau monde à l'avant. On a Bilbao, c'est un danger pour le classement général. Enfin, il ne reprendra pas 2 minutes aujourd'hui, mais quand même, il ne faut pas le laisser devant. Surtout aussi bien accompagné. Là, on n'a que des machines à l'avant. Ouais, Casper Asgreen, Bob Jungels, P.O. Bilbao, Søren Kragh Andersen, Jasper Stuyven. Échappé royal, enfin un contre-royal derrière les 2 hommes de tête. Oui, 2 hommes de tête qui sont toujours là, 30 secondes. Puisqu'on se posait la question tout à l'heure, on va le confirmer. C'est bien Dylan Teuns qui est passé en tête. Bravo Laurent. 3e place pour la bonification devant Sergio Higuita. Qui ne prend rien du coup, aucune bonification pour Higuita. Et puis on a 2 coureurs de la même équipe dans ce contre avec Casper Asgreen et Bob Jungels. Et on est déjà à 12 km, moins de 12 km de l'arrivée à la côte Saint-André. C'est le groupe des poursuivants. Alors rapidement tout de même, on va parler de la côte Saint-André, cette commune de 5000 habitants, la capitale de la Bièvre, qui est nichée sur les flancs d'une colline. Très très jolie commune, qui est aussi la ville natale d'Hector Berlioz, l'un des plus grands compositeurs du 19e siècle. Et d'ailleurs chaque année, la ville rend hommage à Hector Berlioz par un festival de musique symphonique qui est de renommée internationale. Et c'est l'un des grands rendez-vous de la saison des festivals de musique classique. C'est chaque année à la fin du mois d'août. La côte Saint-André célèbre également pour son château, le fameux château Louis XI, qu'on verra peut-être une fois l'étape achevée. 29 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête par rapport au poursuivant. Le peloton à 44 secondes. On essaye un petit peu de se remettre en ligne pour les équipes de sprinters avec la formation Lotto Soudal qui revient aux avant-postes. On a eu un moment de flottement. Il a fallu récupérer de l'accélération qu'ont produit tout à l'heure les Bahreïn pour la bonification. Ça a bien sûr désorganisé les équipiers des sprinters qui étaient en train depuis de nombreux kilomètres déjà de fournir l'effort. Ils ont forcément reculé dans le peloton avant de prendre un petit bol d'air au sommet et de s'organiser à nouveau. C'est le cas maintenant. On reprend la marche en avant, tête du peloton. Et on a remarqué le petit moment d'affolement, le manque peut-être de clairvoyance et de sang-froid de Maximilian Charman qui s'affole et qui s'énerve un petit peu. Et pourtant à l'avant, il n'y a guère que Jasper Stuyven qui soit... C'est même pas une menace, il est à 1 minute et 28 secondes au classement général. Il y a quand même de la marge. Oui, il y a de la marge. Et puis, mais il s'est affolé, Alors ça en dit peut-être un petit peu long sur aussi
son état, tout au moins, non pas physique puisqu'on le connaît, mais psychologique. Il est fébrile. Allez, on va retrouver Thierry justement avec le peloton. Oui, le mot flottement correspond bien à peloton qui évidemment aperçoit d'abord le contre-royal, comme vous dites si bien, et aperçoit aussi la voiture derrière les deux hommes de tête. Petit moment de flottement, c'était juste après ce sprint bonification. On a laissé un petit peu les hommes s'expliquer, on laisse un mètre ou deux, et puis derrière, au moment où c'est parti, eh bien effectivement oui, le maillot jaune s'est beaucoup affolé. La seule difficulté pour son équipe pour se réorganiser, c'est que là, pendant 5 km, on était quasiment sur une longue descente et vous ne pouvez pas forcément facilement revenir quand vous êtes à 80-90 km/h. Si vous êtes en queue de peloton, revenir ou au milieu de peloton, revenir devant pour travailler, pour se réorganiser, c'est pas si simple que ça. Là, évidemment, ça se remet un petit peu en ordre de marche parce qu'on est sur du plat alors qu'on va rentrer dans un village. Donc là, on se réorganise un tout petit peu. Pour l'instant, tout le monde aperçoit tout le monde et le peloton se réorganise à l'entrée de Faramance. On n'a pas une super bonne entente dans ce groupe de contre. Tous n'ont pas les mêmes intérêts. Pello Bilbao ne relaie pas. Il a à l'avant quand même encore Tratnik. Et pour le coup, on est en train un petit peu de s'attaquer au lieu de collaborer. Asgreen met beaucoup d'énergie dans l'entreprise. On a senti que Bob Jungels c'était juste. Il a eu du mal à recoller. Il a perdu une dizaine de mètres. Donc voilà, ils sont en sursis. Le peloton revient. Le groupe de contre là qui n'a plus que quelques mètres d'avance sur le peloton. Dernier appel pour gagner un séjour pour 2 personnes aux Jeux Olympiques de Tokyo au mois de juillet prochain. Un séjour d'une valeur de 22 000 € pour jouer, pour participer au tirage au sort. C'est très simple, vous appelez le 34 35 ou vous envoyez Tokyo par SMS au 7 30 03. Toujours 2 hommes à l'avant, ne les oublie pas. Yann Tratnik, Alexis Goujard derrière le groupe de contre. Ils n'ont plus que 20 secondes, mais honnêtement, ils font un gros numéro quand même, les 2 hommes de tête. Oui, vous inquiétez pas, monsieur Bilbao, on est loin. Il y a un objectif sur la caméra et ça écrase. C'est pas la peine de vouloir laisser croire que c'est la moto qui ramène le peloton. Voilà, maintenant qu'on élargit le focus, on est loin quand même. Yann Tratnik qui se retourne avec Alexis Goujard qui écrase les pédales dans son style caractéristique. Moins de 8 km encore. Et quelle résistance des 2 hommes de tête. Même si malheureusement, ils n'ont quasiment aucune chance d'aller au bout, Marion. Non, mais ils résistent bien quand même parce que au sommet du sprint intermédiaire, ils avaient une trentaine de secondes d'avance. Derrière, on a vu des coureurs comme Kasper Asgreen, Bob Jungels ne pas ménager leurs efforts et pourtant ils ont perdu qu'une dizaine de secondes. Et puis ce final ne les avantage pas avec ces longues lignes droites. C'est le gros problème. Attention là, c'est dur de reprendre la route Tratnik. Alexis Goujard qui malheureusement laisse filer Tratnik. Il est sorti du sillage. Après son relais, il n'a pas pu reprendre immédiatement le sillage. Et là, évidemment, l'autre ne l'attend plus. Solide, Yann Tratnik, excellent hier lors du contre-la-montre où il ne s'est pas économisé loin de là. Le Slovène de l'équipe Bahrain McLaren qui est un excellent rouleur et qui pour l'instant donc tient tête au peloton maillot jaune. A priori le groupe de contre a été repris. Allez, Thomas Degent maintenant qui roule. Frison dans la roue. C'est pas une partie de plaisir pour les équipes de sprinteurs. On s'emploie vraiment à 100%. Oui, parce que là, c'est Thomas Degent qui est à la manœuvre. Et Thomas Degent, il est à bloc pour tenter de ramener ce peloton sur Yann Tratnik. Un peloton qui perd des unités, Thierry. Une dizaine, parce que ça va vraiment vite, même si là, on est dans une succession de traversées urbaines, traversées de villages, avec tout ce que cela veut dire, les ralentisseurs, les gendarmes allongés, les rallongements de trottoirs, bref, pas facile pour un peloton dans ces conditions de s'organiser, mais bon, on l'est quand même, mine de rien, avec notamment une équipe Cofidis très à son avantage, de même que les Sunweb. Parmi les coureurs lâchés, il n'est vraiment pas dans une bonne semaine. C'est le leader de l'équipe Total Direct Energy, c'est Lilian Calmejane notamment, accompagné de Jonathan Hiver, le porteur du maillot blanc à pois rouge. Les 6 derniers kilomètres, Yann Tratnik qui résiste, toujours 20 secondes d'avance sur le peloton. Il a même creusé, il avait 18, il passe à 21, 22. Il est fort, très très fort Yann Tratnik. Il est sur orbite là. On sent beaucoup de puissance dans le coup de pédale. Du rendement, de l'efficacité.
Petit coup d'œil derrière pour vérifier que ça fonctionne bien. Et 25 secondes, oui, ça fonctionne. Attention. Jan Tratnik qui était le plus fort de l'échappée, ça c'est certain, et qui résiste pour l'instant au peloton. Après 5 km, c'est encore long. C'est encore long et les sprinteurs, lorsqu'ils déboulent, ça va très très vite. 22 secondes d'avance pour le trentenaire, le Slovène Jan Tratnik. Alexis Goujard qui insiste également. Il n'est pas repris Goujard encore. Ah, il lutte. Et il s'accroche Alexis Goujard. Alors Jan Tratnik, c'est un spécialiste de l'effort solitaire. On l'a vu hier avec sa 13e place lors du chrono de Saint-Amand-Montrond. Un garçon qui avait gagné également le prologue du Tour de Romandie l'an dernier. Le problème pour lui, c'est ça, c'est ces longues lignes droites interminables. Ah, mais il n'y a que des longues lignes droites, ça c'est sûr. Ouais, mais lui, il a basculé de l'autre côté déjà. Ouais, et derrière, l'équipe Cofidis est obligée de s'employer également pour ramener ce peloton. C'est Anthony Pérez là qui roule à l'avant du peloton, semble-t-il. Ça revient pas si vite. Non, 24 secondes. Il est impressionnant. Alors qu'Alexis Goujard, lui, va être repris par le peloton dans quelques instants. Mais une belle journée passée à l'avant pour le Normand de l'équipe AG2R La Mondiale. C'est Philippe Gilbert en personne qui est obligé d'emmener. On aperçoit la Groupama FDJ bien placée mais qui ne va pas prendre de relais. Ah, peut-être pour Marc Sarrault, même si Marc Sarrault nous a confié qu'il devrait se débrouiller un peu seul. L'objectif pour la formation Groupama FDJ reste bien Thibaut Pinot. Mâchoire serrée, Philippe Gilbert qui emmène le peloton pour tenter de revenir sur l'homme de tête, mais il ne faiblit pas Jan Tratnik. 4 km encore pour le Slovène. Et puis ça bouge pas sur sa machine. Oui, 25, l'écart qui oscille entre 22 et 25 secondes. Ah, il n'a pas perdu. Et non, c'est pas perdu loin de là pour Jan Tratnik parce que là il roule à 55 km/h et les kilomètres défilent vite évidemment. Et surtout il a toujours 23-24 secondes d'avance. Ah, ce serait un immense exploit s'il parvenait à s'imposer en solitaire ici à la Côte-Saint-André. Là il y a vraiment le feu à la maison en tête du peloton. On s'affole. C'est l'équipe Sunweb qui roule pour Chessball bien sûr. La formation Arkea également. Ouais, avec Connor Swift. Pour Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni qui est dans la roue de Giacomo Nizzolo. Le maillot vert. Puis l'équipe BNB Vital Concept qui est là également avec Kevin Reza qui protège Brian Cocard. 3 km. Moins de 3 km pour Jan Tratnik qui n'a toujours pas perdu de temps sur le peloton. Toujours plus de 20 secondes d'avance pour le Slovène. Et tout à droite. Il avait gardé des forces, Jan Tratnik. On savait que cette échappée donnerait du fil à retordre au peloton. Mais peut-être pas à ce point-là. Alors tout à droite, c'est Grand Plateau bien sûr et Petit Pignon, le plus gros développement. Allez, ça passe des deux côtés au niveau du rond-point pour le peloton. Allez, c'est Mats Pedersen. Il lui reste une dent, vous l'avez entendu, il en a tombé une. Allez, Mats Pedersen qui roule maintenant le champion du monde. Ah ouais, lui ça va vite quand il roule aussi. Ouais. Aïe aïe aïe. Ça c'est... Caleb Ewan. Caleb Ewan qui ne participera pas au sprint, si sprint il y a. Incroyable, malchanceux, déjà victime d'une chute lors de la seule arrivée au sprint. Ah, mais c'est qu'il a fait là, il a flambé la chaîne. À Caleb Ewan, il n'aura pas pu faire le moindre sprint sur cette édition de Paris-Nice. Thierry. Ouais, victime d'un incident mécanique, problème de dérailleur pour Caleb Ewan qui est en roue libre simplement derrière, donc qui a été distancé. Alors avec un peloton qui passe au panneau indiquant les 2 derniers kilomètres et que sur cette longue ligne droite, ils aperçoivent Jan Tratnik, mais il va pas être facile. Il y en a même un qui fait du cyclocross sur le bas-côté. C'est pas une très bonne idée, ça va pas être simple pour lui. Pour revenir sur Jan Tratnik, qui est un vrai spécialiste du contre-la-montre. C'est le meilleur pote de Primož Roglič, par exemple. Dans la vie, ils sont très proches l'un de l'autre avec Primož Roglič, l'ancien numéro 1 mondial en 2019.
Et c'était Tige Benoît en personne qui faisait mal à tout le monde. Oui, à l'avant du peloton pour tenter de revenir sur Jan Tratnik. Tratnik qui faiblit, plus que 10 secondes d'avance pour le Slovène qui va passer sous la flamme rouge. Ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, ça fait pas beaucoup parce que les sprinteurs, encore une fois, lorsqu'ils se dressent sur les pédales, ça va très très vite. Et dernier virage à 800 mètres de l'arrivée. Ça reste jouable pour Jan Tratnik, ça reste jouable pour le Slovène. Quelle finale ici à la Côte-Saint-André, dernier virage sur la gauche. Et maintenant c'est tout droit, il est avenue Hector Berlioz. C'est tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée pour Jan Tratnik. Est-ce qu'il va résister au retour des sprinteurs? Il relance fort. Hein. Il relance fort, j'ai envie de dire qu'il peut gagner, Laurent. Mais dites-le, Alex. Ah non, je le dis. Oui, il peut gagner, évidemment qu'il peut gagner. Il est encore en tête, il reste moins d'1 kilomètre. Il est à 600 mètres de l'arrivée maintenant, Jan Tratnik. On aimerait bien savoir comment ça se passe là maintenant derrière, si on pouvait... Est-ce que c'est toujours l'équipe Sunweb qui emmène le peloton? 500 mètres. 500 mètres pour Jan Tratnik. Ils sont où? Ils sont où derrière? Est-ce qu'il va mener victorieusement cette échappée de plus de 220 km? Jan Tratnik toujours en tête derrière. Ça tient bon, ça tient bon. Et c'est Barbier qui emmène. Rudy Barbier qui lance le sprint et Jan Tratnik qui résiste. Ah, ça va être trop court. Plus que 200 mètres pour Jan Tratnik. Ça va être trop court. Quelques mètres seulement. Allez, Giacomo Nizzolo là qui lance le sprint le long des barrières. Jan Tratnik qui va être avalé peut-être juste avant la ligne. Nizzolo. Giacomo Nizzolo qui va s'imposer en costaud pour l'équipe Total Direct Energy. Il n'y a pas photo. Oh, il n'y a pas photo. Tratnik a été repris à 30 mètres de la ligne et Nizzolo a survolé ce sprint. Oui, il y a 3 longueurs d'avance, pas photo. Avec Nasser Boigny qui doit venir prendre la deuxième place. Nicolo Bonifacio, pardon. Oui, j'ai dit Giacomo Nizzolo. Oui, non, Bonifacio. Oui, Nicolo Bonifacio, bien sûr, pour l'équipe Total Direct Energy. Incroyable, c'est lui qui déclenche son sprint, qui passe tout à gauche entre la barrière et un coureur. Il n'y avait pas photo là dans ce sprint. Ah oui. Ah, il a pris le risque, il est parti entre la barrière et le coureur qui le précédait de l'équipe Israël. Ah oui, c'est bien. Bravo. Il a pris ce risque-là. Derrière, il y a un petit moment de flottement et ça lui a laissé le champ libre donc pour venir croquer. Et là, ce Tratnik qui était au bout du bout. Qui est repris à 30 mètres de la ligne. À peine, oui. À peine, on va revoir ce final. Regardez l'homme de tête. Au moment où il passe un tout le proche. sprinter italien se glisse sur le côté gauche. Ici, il prend l'ascendant sur tout le monde. Nicolo Bonifacio qui a survolé ce sprint, qui a joué les kamikazes, ça a payé. Nasser Boigny avec Peter Sagan, Cortina également va prendre une place. 2, Sagan 3. Hugo Hofstetter également bien placé. Et Boigny 4. Deuxième victoire cette saison pour Nicolo Bonifacio qui avait remporté une étape du Saudi Tour au début du mois de février. Et qui donc remporte cette 5e étape de Paris-Nice avec 2 vélos d'avance sur Garcia Cortina et Peter Sagan. Il a très très bien anticipé sur le démarrage du sprint, sur tous les autres sprinteurs. Il n'a jamais été rejoint par ses adversaires. Il reçoit bien sûr les félicitations du second, Peter Sagan, qui sait reconnaître. On aura vu du Total Direct Energy toute la journée. Toute la journée, très très belle journée effectivement pour la formation Total Direct Energy avec la victoire de Nicolo Bonifacio et puis la longue échappée d'Anthony Turgis. La Bonifacio qui s'impose devant Garcia Cortina, Sagan, 4e place pour Nasser Boigny, Hugo Hofstetter qui vient prendre la 5e place pour la formation Israel Startup Nation, Pasqualone, Degenkolb, Viviani 8e et top 10 pour Brian Cocard et Marc Sarro. On s'en souviendra de ce final à la Côte-Saint-André avec Jan Tratnik qui a longtemps cru à la victoire avant d'être repris à 30 mètres de la ligne par la meute des sprinteurs, une meute emmenée par Nicolo Bonifacio. C'est pas forcément à lui qu'on pensait pour la victoire d'étape aujourd'hui, même si c'est un excellent sprinter, l'Italien de l'équipe Total Direct Energy. De Ghana, il y a quelques heures de cela, on voit l'arrivée maintenant d'Alexis Goujard aux côtés d'Anthony Pérez qui coupe la ligne. Alexis Goujard. Il y a Alexis Goujard qui passe la ligne, aussi l'un des héros de la journée avec cette très très longue échappée. Et Caleb Ewan également en termine, accompagné de Thomas Degens. Pendant de nombreuses heures sur l'étape la plus longue de Paris-Nice. Mais on voit Nasser Boigny dans la roue d'Ivan Garcia Cortina. Entre Ghana, le département de l'Allier, et la Côte-Saint-André, le département de l'Isère. Et Nicolo Bonifacio qui jaillit sur la gauche de la chaussée. Et pour venir s'imposer avec 2 vélos d'avance sur Ivan Garcia Cortina.
une nouvelle fois ce sprint victorieux du côté de l'équipe Total Direct Énergie avec un Nicolo Bonifacio absolument stratosphérique dans les derniers hectomètres de l'étape. À 26 ans, il signe un deuxième succès cette saison après une victoire d'étape glanée sur le Saudi Tour. C'était la deuxième étape, celle de Riyad, où il avait devancé Philippe Bauhaus et Nasser Bouhanni à l'occasion. L'ancien vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo, 5e de Milan-San Remo cette fois-ci, qui sera sur la boîte, sur le podium d'ici quelques minutes donc. Nicolo Bonifacio, l'Italien, qui court pour ce collectif de la formation Total Direct Énergie. 3e succès de la saison donc, pour le collectif, avec l'art et la manière. Voilà, c'est terminé pour les sprinteurs. Hein, la dernière opportunité, c'était aujourd'hui pour tous ces garçons, puisque à partir de demain, on reprend du relief. Ils ont toutes les peines du monde donc à être présents pour la gagne. Ici pour bien avoir l'angle de vue sur la deuxième place d'Ivan Garcia Cortina. Bonifacio a été le plus efficace. Allez, Nicolo Bonifacio, on va l'écouter dans quelques instants. 3e victoire de la saison pour l'équipe Total Direct Énergie. Deuxième succès de la saison. Allez, c'est parti, on écoute Nicolo Bonifacio. De la zone où se déroulera la cérémonie protocolaire d'ici quelques instants. Damien, est-ce que vous êtes équipé sur Paris-Nice? Oui, tout à fait, Marc. Effectivement, je vous attends au pied de la cérémonie pour protocolaire. vous, l'Italien, par rapport à ce qui se passe en Italie. Oui, maintenant en Italie, c'est un moment très difficile, vraiment très difficile. Mon famille, c'est à l'intérieur de la maison. C'est pas possible de sortir. Et pour l'équipe, c'est une journée très importante. Paris-Nice, c'est un objectif de la saison et j'ai bien travaillé cet hiver. Mais j'ai fait seulement 8 courses. Et les premières étapes ici, je suis un peu sans ce rythme de course, mais aujourd'hui, je pédale très bien. Et j'ai cherché un bon placement les derniers kilomètres. Et voilà, à 200 mètres, je suis parti pour faire le sprint et j'ai gagné. Je suis très contente et merci pour l'équipe et pour tout. C'est beaucoup de joie pour vous, c'est beaucoup de joie également pour les Italiens qui doivent vous regarder. Oui, j'espère d'avoir fait un petit cadeau pour les personnes à la maison et je suis très contente. On va avoir un petit mot en italien maintenant pour les spectateurs italiens. C'est une victoire très importante pour vous aujourd'hui sur une course World Tour sur Paris-Nice, important aussi pour l'Italie. Oui, è stata veramente una bella giornata e ça a été vraiment une ho très belle lavorato journée. molto bene per arrivare preparato J'ai très bien travaillé pour arriver a Milan-San à Milan-San Remo. E purtroppo la corsa è saltata e ho La fatto course est annulée. molte ore di bicicletta. Beaucoup d'heures de vélo E pour la rien. tappa di oggi l'avevo già guardata. Mais celle d'aujourd'hui, cette prima étape, e je l'avais déjà ci mise credevo veramente. dans un coin de ma tête. Dopo 3-4 ore sono riuscito a sbloccarmi un po' Et après 3-4 heures de course, j'ai réussi à me sentir mieux et j'ai fait un beau sprint. Merci Laurent pour la traduction de Nicolo Bonifacio qui a terminé son interview en italien. Nicolo Bonifacio, une victoire dans le cadre du World Tour. Voilà un joli cadeau pour l'équipe managée par Jean-René Bernaudot, l'équipe Total Direct Énergie. Oui, c'est très très bien, c'est un très beau résultat. C'est important d'avoir un grand sprinter dans son équipe capable de gagner. Et voilà, ça peut sauver une course, c'est vrai, pour une équipe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Bonifacio d'ailleurs, même si cette équipe est présente dans la course à sa façon, avec le classement du meilleur grimpeur notamment après lequel elle court depuis le début. Ils n'ont pas trouvé le chemin du succès jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui il n'y a pas eu photo, comme on l'a dit tout à l'heure, très très nettement. Nicolo Bonifacio s'est imposé. Voilà, tous les efforts qu'il a pu accomplir à l'entraînement ont été récompensés. C'était la dernière occasion pour les sprinters et Nicolo Bonifacio en a parfaitement profité parce que demain c'est une autre course
qui va débuter avec la 6e étape entre Sorgues et Apt. Le classement général ne subit aucun changement. Scharmann, 58 secondes d'avance sur Søren Kragh Andersen et 1 minute et 1 seconde sur Félix Großschartner. Une autre course débute donc demain avec cette 6e étape entre Sorgues et Apt, 161 km avec beaucoup de relief. Il n'y aura pas un mètre de place, ce serait vraiment comme une classique ardennaise. Ce sera une belle étape pour les baroudeurs. On parlait tout à l'heure de Thomas Degen qui à mon avis voudrait être devant. Mais attention également pour tous les leaders du classement général, ce sera vraiment une étape piège. Il y aura 2 ascensions, dont la dernière qui doit se situer à 3 km de l'arrivée sur un sprint de bonification. Donc il y aura vraiment de quoi faire, c'est l'étape de tous les dangers demain. L'étape de tous les dangers, ce sera donc demain à partir de 14h55. Ce sera bien sûr en direct sur France 3, 6e étape de Paris-Nice entre Sorgues et Apt. On va quitter la côte Saint-André. Rendez-vous donc demain sous d'autres latitudes avec un autre relief également donc entre Sorgues et Apt avec le département du Vaucluse qui sera à l'honneur pour l'amorce de ce week-end final de Paris-Nice. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir et à demain. Une arrivée d'étape de Paris-Nice dans les années 90, effectivement, avec la côte Vaujany, notamment.